Une paire de verres tombe dans l'évier d'un appartement du Bronx. L'eau coule, le geste est bref, presque machinal, mais le dégoût de Tony Vallelonga, surnommé Tony Lip, reste accroché à la porcelaine. 2 ouvriers noirs viennent de réparer quelque chose chez lui. On but dans ses verres, et Tony les jette aussitôt. Nous sommes en 1962, et Green Book commence par ce détail volontairement minuscule. Avant même le grand voyage vers le sud, le racisme est déjà là. Installé dans une cuisine familiale, transmis sans discussion, si familier qu'il paraît à Tony relever du simple bon sens. Le film de Peter Farrelly ne va pas le transformer en saint. Il va plutôt l'obliger à regarder ce réflexe de très près, puis à vivre les conséquences de celui qu'il réserve aux autres. Le titre français, Green Book, sur les routes du Sud, annonce un déplacement qui est moins touristique qu'il n'y paraît. Cette histoire, inspirée d'une amitié réelle, suit 2 hommes que tout sépare en apparence. Leur couleur de peau, leur rapport à l'argent, leur langage, leurs vêtements, leurs habitudes, et surtout la manière dont l'Amérique les autorise à exister. Tony est un videur italo-américain du Copacabana, immense salle de spectacle new-yorkaise, dont Shirley est un pianiste noir, d'une sophistication presque cérémonieuse, qui s'apprête à donner une série de concerts dans des villes où son talent sera applaudi au moment précis où sa personne sera tenue à distance. Le film entier tient dans cette contradiction. On peut demander à un homme de jouer devant des notables, puis lui interdire de manger à leur table. Avant de les mettre dans la même voiture, le récit prend le temps de dessiner le territoire de Tony. Il vit dans un appartement trop plein, au milieu d'une famille qui parle vite, mange beaucoup, entre sans prévenir et transforme chaque visite en petite représentation. Dolores, sa femme, maintient le calme avec une attention tendre. Leurs enfants regardent leur père comme un homme capable de résoudre n'importe quel problème. Tony travaille au Copacabana, où sa force physique compte autant que son talent plus discret pour parler aux bonnes personnes. Il peut faire sortir un client encombrant sans déclencher une bagarre, flatter une vedette, obtenir une faveur, calmer une menace avec 3 mots bien placés. Son surnom, Lip, résume cette aptitude. Il survit grâce à sa bouche, à son aplomb, à sa lecture immédiate des rapports de force. Il n'est pourtant pas riche. Lorsque le Copacabana ferme temporairement pour travaux, Tony perd son terrain de jeu et doit trouver de quoi faire vivre les siens. Il se rend à des rendez-vous qui ne l'intéressent pas, envisage des combines, accepte de s'humilier un peu s'il le faut. La caméra insiste sur sa façon de manger, de prendre de la place, de compter l'argent. Ce n'est pas seulement une coloration comique. Tony a appris que le monde appartient à ceux qui s'emparent de ce qui se présente devant eux. Dans son quartier, l'élégance n'est pas une protection. Une assiette bien remplie, un billet en liquide et des connaissances utiles le sont davantage. L'entretien qui lui est proposé ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. Il doit traverser Manhattan et monter dans un appartement au-dessus du Carnegie Hall. Le contraste est calculé avec une douceur presque insolente. En bas, la ville bruit, les voitures se croisent. Tony cherche encore quel type de patron l'attend. En haut, les plafonds sont hauts, l'espace semble retenu par le silence. Et Don Shirley apparaît installé sur une sorte de trône, vêtu comme pour une réception dont il serait l'unique invité. Il ne demande pas à Tony s'il sait conduire. Il veut savoir s'il peut faire face aux ennuis, s'il est prêt à travailler pendant 2 mois, s'il peut assurer la sécurité d'un homme que certaines villes accueilleront avec des sourires de façade et des règles brutales. Ce premier échange contient déjà le rapport qui va devoir bouger. Tony voit un homme très distingué et imagine un employeur fragile, coupé du réel. Dont voit un candidat qui parle fort, ment un peu sur ses compétences et traite le raffinement comme une manie inutile. Aucun des deux ne se donne la peine d'être aimable. Tony veut un salaire solide et des frais payés, dont veut un chauffeur qui ne sera pas impressionné par l'hostilité qu'ils rencontreront. L'accord n'est moins d'une sympathie que d'une nécessité. C'est précisément ce qui le rend intéressant. Le film refuse le coup de foudre amical. Leur lien commence comme un contrat, avec une liste d'obligations, une automobile et une date de retour, la veille de Noël. Don explique la tournée à venir. Son trio doit traverser le Midwest et le Sud profond.
Sur scène, il joue une musique qui échappe aux catégories faciles. Une formation classique, du jazz, des arrangements populaires, une virtuosité qui peut impressionner un salon conservateur tout en restant indocile. Hors scène, en revanche, la géographie des États-Unis de 1962 se referme autour de lui. Sa maison de disques fournit à Tony un exemplaire du Negro Motorist Green Book. Ce guide n'est pas une invention scénaristique, ni un accessoire pittoresque. Il répertoriait les établissements où les voyageurs noirs pouvaient dormir, manger, se faire servir ou réparer une voiture, sans risquer le refus, l'humiliation ou pire. Avant même de prendre la route, le livre explique la règle secrète du voyage. Pour Tony, les villes seront des noms et des kilomètres. Pour Don, elles seront d'abord des interdictions à déchiffrer. Le film ne traite jamais ce petit ouvrage comme une simple clé de scénario. Quand Tony le feuillette, son visage ne se transforme pas soudainement. Il le considère d'abord comme une complication administrative parmi d'autres. Mais ce papier gris, rangé près de la boîte à gants, reviendra comme un rappel muet. Il dit que le danger ne vient pas d'un seul homme méchant, d'une seule rencontre spectaculaire. Il est inscrit dans l'organisation des motels, des restaurants, des routes et des heures auxquelles il devient prudent de ne plus circuler. Green Book choisit ainsi une forme de road movie dont la carte ne promet pas l'aventure. Elle mesure l'espace disponible pour respirer. Le départ est aussi la première fissure dans l'image que Tony a de lui-même. Dolores lui prépare ses affaires, s'inquiète de la longueur du voyage, puis lui demande de lui écrire. Tony promet vaguement, avec cette assurance de mari qui préfère agir plutôt que formuler ce qu'il ressent. Il peut affronter un homme agressif sans ciller, mais une lettre à sa femme le déstabilise. Ce détail en apparence domestique devient l'un des fils les plus délicats du film. Donc Tony imagine d'abord distant et précieux, possède les mots dont Tony manque. Tony, que Don croit limité à sa brutalité, possède une façon directe de protéger, d'occuper l'espace, de refuser l'humiliation. Chacun sera forcé de reconnaître chez l'autre une compétence qu'il n'avait pas prévue. Au moment où la voiture quitte New York, le film place les deux hommes côte à côte, mais pas encore ensemble. Tony conduit avec l'énergie d'un homme qui veut arriver vite. Don s'assoit à l'arrière, droit, attentif à l'ordre de ses bagages et au respect de ses horaires. L'écart est presque visuel. L'un remplit le cadre, l'autre semble vouloir ne rien laisser dépasser. Tony parle pour combler le silence. Don ne répond que lorsqu'il le juge utile. Dans un film moins précis, cette opposition se réduirait à un numéro de duo comique. Ici, elle annonce surtout deux manières de se défendre. Tony a transformé sa présence en armure. Don a fait de la maîtrise absolue de lui-même un refuge. Le premier arrêt confirme que leurs habitudes se heurtent immédiatement. Tony commande, mange avec appétit, saisit une occasion sans demander si elle convient au protocole. Don observe, corrige parfois, rappelle les règles de conduite et les exigences de la tournée. Tony entend surtout une série de leçons. Il n'a pas été engagé pour devenir quelqu'un d'autre, pense-t-il. Il doit conduire, surveiller, encaisser les imprévus. Don, lui, sait que les imprévus de ce voyage ne seront pas des retards ou des erreurs de réservation. Il a besoin d'un allié, même si Tony ne comprend pas encore ce mot. Cette incompréhension est le moteur tranquille de Green Book. Tony s'imagine qu'il accompagne un artiste capricieux à travers un pays qui lui est familier. Don sait qu'ils vont traverser un pays où la présence de Tony le protégera parfois, mais où Tony découvrira aussi que sa propre appartenance ne lui donne pas toujours le pouvoir qu'il croit posséder. Tony est italien dans une Amérique où les hiérarchies ethniques restent vives. Don est noir dans des États gouvernés par la ségrégation. Pourtant, sur ces routes-là, la différence de leur exposition au danger devient impossible à nier. L'automobile devient une petite pièce roulante où les rôles se négocient à chaque halte. Le film a la sagesse de ne pas transformer cette négociation en sermon. Il préfère le détail d'un poulet mangé sans couvert, une bouteille jetée par la fenêtre, un costume froissé, un regard que Don adresse à Tony lorsqu'il comprend qu'il ne parviendra pas à le corriger par l'ironie. La comédie naît de la friction, mais elle ne la dissout pas. Chaque geste de Tony qui amuse Don révèle aussi la sécurité
avec laquelle Tony traverse l'espace public. Chaque règle de don qui irrite Tony provient d'une vie où l'erreur est plus coûteuse. Le récit ne demande pas encore aux spectateurs de choisir entre eux. Il demande quelque chose de plus intéressant, de voir ce que chacun ne peut pas encore voir de l'autre. Il faut d'ailleurs regarder la façon dont Don a choisi Tony. Il aurait pu demander un chauffeur discret, diplômé, parfaitement poli. Il choisit un homme que le Copacabana recommande précisément parce qu'il sait régler les situations difficiles. Ce choix n'a rien d'une approbation de ses préjugés. Don achète une protection dans un pays qui lui refuse la sienne. Il accepte ce paradoxe avec une lucidité qui rend son personnage plus douloureux. Il paie un homme blanc pour se sentir moins seul dans des territoires blancs. Tony, lui, accepte le poste parce que l'argent est bon. Cette asymétrie ne disparaîtra jamais complètement, même lorsque l'affection arrivera. La première étape de la tournée offre un avant-goût de la contradiction centrale. Don est accueilli dans des maisons impressionnantes, présenté comme un virtuose, installé devant un piano qui devient aussitôt le point de convergence de tous les regards. Sa musique impose le respect avec une précision qui semble suspendre les règles ordinaires. Pendant quelques minutes, les invités n'ont plus devant eux un homme noir auquel ils refuseraient une chambre ou une table. Ils ont devant eux l'artiste qu'ils ont payé pour admirer. Puis le morceau se termine, les applaudissements baissent et les vieilles limites reprennent leur place. Green Book sait que le racisme le plus poli peut porter un smoking et tenir un verre de champagne. Tony ne saisit pas encore toute la violence de ce mécanisme. Il voit l'admiration, les sourires, les cachets qui tombent. Il voit Don traité avec cérémonie et se demande pourquoi celui-ci reste tendu. Mais la tournée vient seulement de commencer et le livre rangé dans la voiture n'a pas fini de dicter leur nuit. Très vite, Tony comprendra qu'un accueil chaleureux dans une salle ne garantit rien derrière la porte des cuisines, des toilettes, des hôtels ou des commissariats. La route s'ouvre devant eux. Elle paraît vaste. Pour l'un des deux, elle ne l'est pas. Le premier grand apprentissage de Tony est banal en apparence. Il concerne la nourriture. Il apprend que Don n'a jamais mangé de poulet frit à même une boîte en carton, qu'il préfère les repas servis proprement, qu'il ne possède ni la nostalgie ni les codes culinaires que Tony associe spontanément à un homme noir. Tony en tire d'abord des plaisanteries lourdes. Il est convaincu de savoir ce qui devrait appartenir à l'expérience de Don, comme si une origine pouvait fournir automatiquement un goût, une musique, une manière de parler, dont ne répond pas toujours. Parfois il lève les yeux, parfois il laisse Tony s'entendre lui-même. Cette retenue vaut davantage qu'un discours. Elle montre que Don a passé sa vie à rencontrer des gens persuadés de le connaître avant de l'écouter. Le poulet frit devient pourtant un drôle de terrain d'échange. Tony insiste, Don finit par goûter, et le plaisir qu'il découvre n'efface pas l'absurdité de la scène. Il l'éclaire. Tony n'a pas tort parce qu'il offre à Don une nourriture savoureuse. Il a tort de croire que cette offre lui donne accès à une identité entière. Dans la voiture, les deux hommes commencent à se contredire avec assez de franchise pour que la relation avance. Don apprend à lâcher une règle lorsqu'elle ne sert plus qu'à tenir Tony à distance. Tony apprend, beaucoup plus lentement, que son enthousiasme n'est pas toujours une permission. L'amitié naissante se construit dans cet espace instable. Ils peuvent rire ensemble sans que le rire annule la blessure. Les letrettes Dolores font évoluer leur intimité avec plus de finesse encore. Tony téléphone à sa famille lorsqu'il le peut, mais l'écriture le bloque. Il veut dire qu'il pense à sa femme, qu'il lui manque, qu'il travaille pour eux. Aucune de ces phrases ne vient naturellement. Don lit les ébauches maladroites, devine le sentiment sous les fautes et les formules précipitées, puis l'aide à trouver une langue plus attentive. Il ne lui prête pas une voix artificiellement savante. Il organise ce que Tony ressent déjà, mais ne sait pas déposer sur le papier. Lorsque Dolores reçoit ses lettres, elle entend une douceur nouvelle chez son mari. Elle ne sait pas encore qu'elle est en train de découvrir l'effet d'un pianiste qu'elle n'a jamais rencontré. Ce motif pourrait sembler léger à côté des humiliations qui jalonnent la route. Il est en réalité essentiel.
Don ne fait pas de Tony un homme meilleur en lui donnant une leçon de morale. Il lui offre un outil pour exprimer de la tendresse, donc pour se rendre vulnérable sans se croire diminué. Tony, qui se protège par la blague et l'intimidation, commence à comprendre que la force peut aussi passer par une phrase soigneusement construite. Le film insiste sur les enveloppes, sur les mots que Dolores conserve, sur la joie presque enfantine de Tony lorsqu'il voit que sa femme est touchée. La transformation de Tony ne suit pas une ligne héroïque. Elle avance par de petites permissions. Admettre qu'il ne sait pas faire, accepter l'aide d'un homme qu'il avait d'abord classé comme supérieur et agaçant. Don, de son côté, n'est jamais réduit à un professeur de bonté. Loin de là. Il peut être autoritaire, condescendant, presque cruel lorsqu'il veut rappeler la distance sociale qui les sépare. Il corrige Tony sur sa prononciation, sur son costume, sur ses manières de table. Il s'abrite dans une discipline si stricte qu'elle ressemble parfois à une provocation. Ce n'est pas que le film donne raison à toutes ces attitudes. C'est qu'il les relie à une existence construite sous surveillance. Don a dû devenir irréprochable pour être admis dans des lieux qui ne l'acceptent qu'à condition qu'il reste exceptionnel. La moindre négligence risquerait d'être lue non comme une faute individuelle, mais comme la confirmation d'un préjugé. Tony peut se permettre d'être désordonné, Don sait que lui n'a jamais eu ce luxe. Les concerts accentuent cette différence. Chaque fois que Don s'assoit au piano, les mouvements de Mahershala Ali deviennent plus mesurés. Le dos reste droit, les mains semblent précéder le reste du corps. Et Tony observe depuis les coulisses un homme dont il ne connaît ni les règles, ni la solitude. La musique ne sert pas seulement de parenthèse décorative. Elle est le seul endroit où Don paraît posséder entièrement la pièce. Il impose le rythme, oblige les convives à écouter, transforme leur admiration en silence. Mais ce pouvoir est temporaire. Dès qu'il quitte le clavier, un domestique lui indique une autre entrée, un organisateur lui montre une salle à part, et le monde reprend son ordre humiliant. Le guide de voyage devient alors concret. Tony découvre que leur itinéraire ne leur laisse pas la liberté de choisir le premier motel venu. Les chambres qu'il trouverait convenables pour lui ne sont pas forcément accessibles à Don. La tournée traverse des villes où les établissements réservés aux voyageurs noirs sont moins confortables, parfois éloignés, parfois pleins. Le film ne cherche pas à rendre ses arrêts misérabilistes. Il les regarde à hauteur d'homme, un parking, une réception, des enseignes fatiguées, le moment où Tony comprend qu'il ne suffit pas de montrer de l'argent ou un contrat pour entrer quelque part. Ce qu'il prenait pour une liste de bonnes adresses est en fait la carte de frontière invisible. La précision historique du titre commence ici à porter son poids. The Negro Motorist Green Book, créé par Victor Hugo Green, fut réellement publié pendant des décennies pour aider les voyageurs afro-américains à se déplacer dans un pays où la voiture pouvait signifier l'autonomie, mais aussi l'exposition. Le film n'essaie pas de raconter toute l'histoire de ce guide. Il fait mieux pour son récit. Il montre ce que signifie devoir préparer chaque repas, chaque nuit, chaque arrêt d'essence selon la couleur de sa peau. Le livre ne dit pas seulement où aller. Il dit où l'on a le droit d'exister sans devoir se justifier. Tony continue pourtant à faire ce qu'il sait faire. Protéger Don à sa manière, souvent sans demander si cette protection lui convient. Dans un magasin, il ne supporte pas qu'on traite son employeur avec condescendance. Dans un autre lieu, il remarque que les gens sourient à Don tant qu'il reste la vedette attendue, puis l'ignorent dès qu'il se comporte comme un client ordinaire. Tony commence à s'énerver pour lui, mais son indignation reste encore instinctive. Il pense pouvoir régler le racisme comme une altercation au Copacabana, repérer l'homme qui dépasse les bornes, lui faire comprendre qu'il a choisi la mauvaise cible et passer à autre chose. La route lui montrera que le problème n'a pas toujours le visage de quelqu'un qu'on peut faire sortir d'une salle. Une scène autour d'un piano dans une salle de réception résume la cruauté de ses invitations. Don est invité à jouer pour des personnes qu'il admire, mais son accès aux espaces privés est strictement contrôlé. Il peut donner du prestige à la soirée, pas y participer pleinement. Tony, qui se promène plus librement,
commence à remarquer l'absurdité de cette hospitalité. Il voit aussi le calme de Don, qui ne réclame pas la place qu'on lui refuse. Ce calme n'est pas de la faiblesse, c'est une fatigue ancienne. Refuser chaque affrontement lui coûterait peut-être moins que les gagner tous, parce que les gagner ne changent pas nécessairement l'étape suivante du voyage. Le film prend alors soin de faire basculer Don hors du rôle de virtuose, inaccessible. Après une représentation, il sort seul. Il se retrouve dans un bar fréquenté par des hommes noirs, un lieu où Tony imagine sans doute qu'il devrait se sentir chez lui. Mais Don ne maîtrise pas davantage ce territoire. Sa manière de parler, sa tenue, sa réserve le désignent immédiatement comme quelqu'un d'extérieur. Des hommes le provoquent, l'entourent, et le danger devient soudain physique. Tony intervient à temps, non sans violence, et ramène Don vers la voiture. Pour Tony, l'épisode confirme une idée simple. Don ne sait pas se débrouiller dans le vrai monde. Pour Don, il révèle une solitude plus profonde. Même parmi des gens qui partagent sa couleur de peau, il n'est pas certain d'être reconnu comme l'un des leurs. Cet instant est l'un des plus utiles pour comprendre la position du film. Don n'est pas séparé des autres Noirs parce qu'il se croit au-dessus d'eux. Il est séparé parce que la vie qu'il a dû mener l'a placé à distance de plusieurs communautés à la fois. Il est assez noir pour être rejeté dans les espaces blancs, trop distingués ou trop singuliers, pour se fondre dans les attentes de certains espaces noirs, trop solitaire pour retourner facilement vers sa famille. Tony le regarde avec la grille la plus rudimentaire qui soit, riche ou pauvre, fort ou faible, ami ou ennemi. Don porte une carte plus compliquée, où l'on peut être applaudi et exclu dans la même heure. Après cette frayeur, Tony formule une règle qui ressemble à un ordre. Don ne doit plus sortir sans lui. Il parle en garde du corps, mais aussi en homme inquiet qui commence à tenir à celui qui l'accompagne. Don se rebelle. Il déteste dépendre de Tony pour marcher dans une rue ou prendre un verre. Le désaccord compte parce qu'il empêche le film de présenter Tony comme un sauveur sans faille. Sa présence est parfois indispensable, mais cette nécessité est elle-même humiliante pour Don. Être protégé par un ami est une chose, devoir être protégé par un employé blanc, parce que le pays est hostile, en est une autre. La voiture devient plus silencieuse après cet épisode. Tony conduit, Don regarde par la fenêtre, et le paysage semble traversé d'une menace que le premier ne pouvait pas lire au départ. C'est dans ces silences que Green Book est le plus juste. Il n'explique pas toujours ce que ressentent les personnages. Il laisse un visage se fermer, une main rester immobile, une phrase commencer sans parvenir à se terminer. Les émotions les plus importantes ne sont pas celles que Tony et Don savent nommer. Elles se devinent dans leurs efforts respectifs pour ne pas perdre la face devant l'autre. À mesure que la tournée descend vers le sud, les arrangements polis deviennent plus violents. Un organisateur peut offrir un cachet important tout en indiquant à Don une salle de bains extérieure. Une hôtesse peut applaudir son art, puis s'étonner qu'il veuille s'asseoir où s'assoient les invités. Tony commence à compter ces incidents. Il ne les additionne pas encore comme Don les additionne depuis toujours. Mais l'accumulation finit par déplacer sa colère. Le film ne présente pas ce changement comme une illumination noble. Tony est souvent furieux parce que l'injustice heurte son propre code de loyauté. S'en prendre à l'homme qu'il transporte est, pour lui, s'en prendre à quelqu'un de son équipe. C'est une morale limitée, mais elle est un début. Ce début sera bientôt mis à l'épreuve par une situation qui dépasse les bonnes manières et les petites humiliations. Car les routes du Sud ne menacent pas seulement la dignité de Don. Elles peuvent aussi le livrer à des hommes qui veulent lui rappeler, par la peur, quelle place il lui assigne. À ce moment-là, Tony découvrira que savoir parler aux gens ne suffit plus, et Don découvrira qu'il a engagé Tony pour une raison plus sombre que celle qu'il avait admise à voix haute. Le danger surgit sans musique spectaculaire. Don s'éloigne encore de l'hôtel, rejoint un bar où il cherche peut-être un peu moins de solitude que dans sa chambre, et se retrouve encerclé par des hommes qui n'ont aucune envie de l'accueillir. Le film évite de faire de cette séquence un grand morceau d'action. Ce qui compte n'est pas la chorégraphie d'une bagarre, mais le moment où Tony entre, comprend immédiatement qu'il n'a plus le temps de négocier
et utilise son corps comme dernier argument. Il ramène Don à la voiture, essoufflé, furieux, presque offensé que son employeur ait pu se mettre dans une situation pareille. Tony reproche à Don son imprudence. Don lui reproche implicitement de ne rien comprendre à ce qui vient de se passer. Les deux ont raison sur une partie du problème et tort sur l'autre. Don ne peut pas continuer à s'isoler derrière l'étiquette de ses concerts, mais Tony ne peut pas traiter ce monde comme un quartier où son nom suffit à calmer les autres. L'épisode fait apparaître une fragilité que Don cache avec une discipline presque militaire. Il sait jouer devant une salle entière. Il ne sait pas où placer son corps lorsqu'il n'est plus attendu comme artiste. Dans un bar noir, sa distinction l'expose. Dans un hôtel blanc, sa couleur l'expose. La voiture de Tony est peut-être le seul endroit où aucune de ces deux conditions ne l'oblige à se justifier. Green Book s'approche ici de son sujet le plus douloureux. La solitude de Don Shirley ne vient pas seulement du racisme extérieur. Elle vient de la manière dont il a dû inventer une persona suffisamment exceptionnelle pour traverser ce racisme. Il vit dans un appartement immense, reçoit son chauffeur comme un souverain reçoit un solliciteur, parle plusieurs langues, connaît la musique savante et la musique populaire, impose à son corps une tenue irréprochable. Tous ces signes attestent son pouvoir, mais ils ont aussi la rigidité d'un rempart. Plus Don est admiré pour son élégance, moins il semble savoir comment demander une affection simple. Tony, lui, possède cette affection en abondance sans savoir la dire. Sa maison du Bronx est bruyante, parfois étouffante, mais elle est pleine de corps qui se connaissent. Sa famille mange ensemble, s'interrompt, se moque, se pardonne vite. Tony peut être vulgaire, se tromper, revenir tard et rester le centre aimé d'un cercle. Don ne dispose pas de ce refuge. Son succès ne remplace pas une table familiale. C'est pourquoi les lettres à Dolores prennent une valeur qui dépasse le couple Vallelonga. En aidant Tony à écrire, Don touche indirectement une chaleur à laquelle il n'a pas accès. Le film matérialise cette différence à travers les chambres d'hôtel. Tony s'y installe comme dans une halte provisoire. Il enlève ses chaussures, mange, téléphone, occupe l'espace, Don entre dans la sienne, avec une précision presque triste. Ses costumes restent en ordre, ses valises se ferment, son lit semble toujours trop grand. Les deux hommes voyagent dans le même véhicule, partagent les mêmes journées, mais la nuit les renvoie à des solitudes de nature très différentes. La ségrégation décide de l'endroit où Don dort. Son existence choisie l'empêche parfois de savoir avec qui il dormirait volontiers. Un autre détail modifie le regard de Tony. Don ne ressemble pas à l'idée qu'il se faisait de l'argent. Tony associe la réussite à la liberté de faire ce qu'on veut, de manger ce qu'on veut, de se faire respecter où l'on entre. Don a les costumes, le piano, l'appartement prestigieux, les contrats. Pourtant, il dépend du Green Book pour une chambre correcte et d'un chauffeur blanc pour traverser certaines villes. Tony découvre donc quelque chose qui bouscule sa logique de classe. L'argent protège, mais il ne supprime pas les règles qui ont été écrites pour maintenir quelqu'un à l'écart. Une célébrité peut être admirée de loin et surveillée de près. Le voyage continue avec des scènes moins dangereuses, mais tout aussi révélatrices. Tony apprend à attendre pendant les balances, à gérer les horaires des musiciens, à rester vigilant lorsque Don est reçu dans des propriétés où chaque sourire cache une frontière. Don apprend que Tony peut être plus observateur qu'il ne le croit. Derrière le bruit et les grossièretés, le videur sait repérer celui qui ment, celui qui a peur, celui qui cherche à humilier sans se salir les mains. Cette compétence sociale, Tony l'a acquise dans les clubs, parmi des clients riches, des serveurs pressés et des hommes qui veulent obtenir quelque chose, dont ne la méprise plus tout à fait. Le film se permet aussi quelques scènes de comédie où cette compétence devient charmante. Tony improvise, flatte, contourne, fait passer une requête difficile comme un service rendu, dont le regarde faire avec une étonnante indulgence. Il comprend que la vulgarité de Tony n'est pas un vide intérieur, elle est un langage de survie. Tony n'a pas été élevé pour poser les bonnes questions avec une tasse de thé devant lui. Il a été élevé pour obtenir une réponse avant que la porte ne se ferme. Le film ne confond pas cette efficacité avec de la sagesse, mais il lui reconnaît une valeur.
Le changement le plus discret concerne pourtant le regard de Tony sur la musique. Au départ, Don est surtout son patron, un homme qui donne des concerts dans des maisons de riches. Peu à peu, Tony assiste aux prestations, il entend les variations, remarque les réactions du public, comprend que le silence qui entoure Don sur scène n'est pas seulement produit par le prestige. Il vient du travail, de la concentration, d'une intelligence musicale qui transforme des thèmes connus en quelque chose de personnel. Tony n'a pas besoin de vocabulaire technique pour percevoir cela. Il voit que Don ne fait pas simplement des notes difficiles, il prend possession de la pièce sans parler. Cette fascination compte parce qu'elle inverse leur premier rapport. Tony avait rencontré Don assis très haut, dans un décor presque théâtral, et y avait vu une affectation. En le voyant jouer, il découvre que la mise en scène ne suffit pas à expliquer sa stature. Don a réellement construit un monde à l'intérieur de lui. Le problème est que ce monde l'a aussi séparé des autres. Lorsque Tony l'invite à rejoindre la musique plus spontanée entendue au bord des routes, Don résiste. Il ne refuse pas par snobisme pur. Il défend une identité artistique qu'il a dû gagner dans des institutions longtemps fermées aux gens comme lui. Jouer le rôle que les autres attendent d'un musicien noir serait peut-être plus simple. Il préfère être l'exception qu'il a choisie. La question de la famille revient avec le frère de Don. Tony devine qu'il existe une distance, des lettres non écrites, une relation qui a été laissée en suspens. Comme il vient d'un monde où l'on se téléphone, s'invite et se dispute sans cesse, il ne comprend pas qu'on puisse laisser un lien se refroidir. Il pousse Don à reprendre contact. Don se ferme. Cette scène est précieuse parce qu'elle montre que Tony n'est pas seulement le personnage qui apprend. Il impose à Don une question que ce dernier évite. À quoi sert une réussite si elle n'autorise plus le retour vers ceux qui comptaient avant elle? Don ne répond pas facilement, et il ne devrait pas le faire. Son éloignement ne peut pas être résolu par un conseil de chauffeur. Le film laisse planer ce que ce lien familial a coûté, ce que Don croit avoir abandonné pour devenir l'homme qu'il est. Tony sent simplement que la solitude de Don n'est pas une humeur, elle est une architecture. On n'ouvre pas une maison pareille en tournant une poignée. Il faudra la durée du voyage, plusieurs humiliations et une confiance encore fragile pour que Don accepte que quelqu'un voie l'intérieur. À ce stade, l'inégalité du contrat devient plus visible. Tony est payé pour conduire et protéger. Don lui offre un salaire, les frais, une direction. Mais Tony ne peut pas s'empêcher de devenir autre chose. Témoin, interprète, parfois rempart. Don, lui, donne à Tony bien plus que de l'argent. Il lui prête des mots, l'oblige à ralentir, lui fait regarder les conséquences de ses habitudes. Aucun des deux ne consent clairement à cet échange. C'est peut-être ce qui le rend crédible. Les grandes amitiés de cinéma naissent souvent d'une déclaration. Celle-ci avance par service rendu, vexation, repas partagés et silence qui durent un peu moins longtemps que la veille. Le rythme du film suit le rythme de la route. Les conversations s'arrêtent lorsqu'un paysage défile, reprennent sans préambule après une station-service, se perdent dans la radio ou dans le bruit des pneus. Cette fluidité contraste avec le monde extérieur, découpé par des règles rigides. Dans la voiture, Tony et Don peuvent se disputer puis passer à autre chose. À l'extérieur, un seul panneau, une seule porte ou un seul policier peut figer leur place. Peter Farrelly filme souvent la voiture de 3/4, comme si le pare-brise était une frontière mobile. Elle protège les deux hommes pendant quelques kilomètres, mais ne les soustrait jamais entièrement à ce qui les attend. La scène où Don est conduit vers des installations indignes à l'arrière d'une résidence luxueuse rend cette frontière impossible à ignorer. Il est le musicien vedette de la soirée, celui dont les invités veulent le jeu et la présence pour donner du prestige à leur réception. Pourtant, ses besoins les plus ordinaires sont traités comme un problème qu'on ne veut pas voir. Tony explose presque immédiatement. Il y lit une offense personnelle, une violation de son code, dont, lui, se compose un visage fermé. Il sait que l'explosion de Tony ne changera pas forcément les habitudes de cette maison, mais il reçoit tout de même cette colère comme une preuve. Quelqu'un, enfin, voit l'injustice au lieu de la nommer simple protocole.
Ce qu'il y a de fort dans Green Book, c'est que le film ne transforme pas cette preuve en solution. Tony peut exiger, menacer, obtenir parfois une correction. Puis ils repartent vers une autre ville, un autre dîner, une autre règle. L'avancée morale de Tony ne fait pas disparaître la structure qui a nécessité le Green Book. Au contraire, plus Tony apprend à se mettre en colère, plus il découvre qu'il aura de raisons de l'être. Le récit prépare ainsi un point de rupture. Le moment où Don ne voudra plus seulement être accompagné et protégé, mais devra décider jusqu'où il accepte de jouer le jeu de ceux qui le paient. Avant d'arriver à cette décision, le film force les deux hommes à affronter un secret plus intime. Dans une petite ville, loin des scènes et des salons, Don cherche un bref espace où il pourrait simplement être désiré. Ce qu'il trouve à la place, c'est la police, la honte publique et un système prêt à le punir. Tony est appelé pour résoudre la situation. Il croit d'abord qu'il s'agit d'un embarras banal. Puis il comprend que Don, au-delà de la ségrégation visible, porte une autre vulnérabilité que même Tony n'avait pas imaginée. La route cesse alors d'être un test de patience. Elle devient le lieu où l'identité même de Don est mise en danger. La séquence est filmée sans curiosité malsaine. Don est surpris avec un homme dans un espace où il pensait pouvoir rester discret. Des policiers ont déjà transformé l'instant en instrument de pression. Ce qui les intéresse n'est pas seulement l'arrestation. C'est la possibilité de faire payer à Don son besoin de secret. Tony arrive, comprend très vite qu'il doit sortir son portefeuille et obtient qu'on les laisse partir. Son efficacité est brutale, presque honteuse, car elle repose sur une règle qu'il maîtrise depuis longtemps. Dans un monde corrompu, l'argent et l'assurance d'un homme blanc peuvent débloquer une porte que le droit maintiendrait fermée. Le choc ne vient pas d'une révélation spectaculaire pour le spectateur. Il vient de l'attitude de Tony. Il ne prononce pas de jugement moral, ne transforme pas l'épisode en confession, ne demande pas à Don de se raconter. Il veut régler le problème et reprendre la route. Cette discrétion peut sembler élémentaire. Dans le contexte du film, elle est immense. Tony ne sait peut-être pas quoi penser de la vie intime de Don, mais il sait reconnaître qu'elle ne lui appartient pas. Pour la première fois, sa loyauté n'est pas conditionnée par la ressemblance ou par une explication qui le rassurerait. Don, lui, paraît plus atteint par la nécessité même de cette aide que par les billets qui changent de main. Il a consacré sa vie à une maîtrise presque absolue de son image. Le voilà réduit à attendre qu'un autre homme négocie sa liberté dans un couloir. Ce n'est pas un simple incident de tournée. C'est la preuve que son statut, son talent, son élégance et sa notoriété ne le protègent pas lorsqu'un système décide qu'il n'a pas le droit d'être complexe. Il doit être le pianiste respectable, et rien d'autre. Toute nuance devient un risque. Cette couche supplémentaire enrichit la lecture de Don sans en faire une énigme à résoudre. Green Book ne prétend pas épuiser sa vie intérieure. Il montre que l'isolement du personnage a plusieurs causes et qu'aucune ne se résume à une préférence esthétique ou à de la froideur. Don vit dans une société où sa couleur de peau est surveillée, où sa classe sociale est soupçonnée, où sa sexualité doit rester cachée, où son art le rend célébré mais aussi exposé. Les murs de son appartement apparaissent soudain autrement. Ils ne sont pas seulement luxueux, ils sont peut-être la seule enceinte qu'il ait pu organiser selon ses propres règles. Tony ne possède pas ce langage-là. Pourtant, il commence à lire l'épuisement de Don. Il le voit après un concert, lorsque les applaudissements cessent et que l'homme qui semblait intouchable reste seul avec son verre. Il le voit dans sa manière de répondre trop sèchement ou dans le silence qui suit une plaisanterie de Tony. Le chauffeur n'a pas besoin de connaître chaque détail pour comprendre que le voyage est plus lourd pour son passager que pour lui. Cette compréhension reste imparfaite, mais le film lui donne une forme très concrète. Tony cesse de parler de Don comme d'un patron étrange. Il commence à parler de lui comme de quelqu'un dont il doit prendre soin. Ce changement modifie aussi Don. Il n'abandonne pas sa réserve, et ce serait faux s'il le faisait après quelques semaines de voiture. Mais il laisse Tony entrer dans des zones qu'il avait verrouillées. Il accepte son humour, parfois même le provoque. Il corrige ses lettres sans condescendance, écoute ses histoires de famille,
lui demande ce qui se passe à la maison. L'égalité ne consiste pas ici à faire disparaître leurs différences. Elle consiste à cesser de traiter ces différences comme une preuve que l'autre est incompréhensible. Tony ne deviendra pas un pianiste cultivé. Don ne deviendra pas un habitué du Copacabana. Ils apprennent à ne plus faire de leur ignorance respective une arme. L'ombre de la police, elle, devient de plus en plus lourde. Sur les routes, Tony remarque les regards des agents, la manière dont les véhicules sont suivis, les contrôles qui arrivent sans raison claire. La voiture transporte une anomalie pour l'époque. Un homme blanc au volant, un homme noir habillé avec raffinement à l'arrière, 2 valises, un piano qui les attend quelque part. Tony se croyait jusqu'ici capable de passer partout parce qu'il connaît le ton à adopter. Mais les uniformes rencontrés dans le Sud ne répondent pas à ces codes de New York. Ils voient d'abord une hiérarchie qu'ils veulent protéger. Un contrôle nocturne finit par faire voler cette illusion. Tony est arrêté parce qu'il roule tard dans une ville où les personnes noires ne sont pas censées se trouver une fois la nuit tombée. Don est avec lui, et la simple présence du pianiste suffit à durcir l'échange. Tony tente d'abord le charme, puis l'indignation. L'officier ne cède pas. Il ne lui reproche pas seulement une infraction. Il lui fait sentir qu'il a franchi une limite en servant, en accompagnant, en parlant trop librement à l'homme assis derrière lui. Tony répond avec son réflexe habituel, une réplique trop rapide, un geste de trop. Cette fois, le geste le conduit directement au poste. La mise en scène de l'arrestation est importante parce qu'elle redistribue brutalement les rôles. Tony est enfin soumis à une autorité qu'il ne peut ni intimider ni séduire, dont lui se retrouve enfermé non pour avoir commis ce dont on le soupçonne, mais parce que le monde qui les entoure accepte qu'il soit privé de liberté dès qu'il devient encombrant. Dans la cellule, Tony veut que Don utilise son argent ou son réseau. Il s'attend à ce que le pianiste soit trop fier pour réclamer de l'aide. Don appelle pourtant quelqu'un. Il ne choisit pas une intervention vague. Il contacte l'entourage de Robert Kennedy, alors procureur général des États-Unis. Le coup de téléphone fait remonter jusqu'au commissariat le pouvoir politique que les policiers locaux n'avaient pas prévu. Le film pourrait faire de cette libération une victoire brillante. Il préfère en montrer l'ironie. Les 2 hommes sortent parce qu'un homme influent, à distance, a pu faire pression. La loi n'est pas soudain devenue juste. Elle a été forcée de regarder ce qui se passait. Tony, qui se fie au contact immédiat, découvre que Don possède lui aussi des ressources, mais des ressources qu'il garde cachées jusqu'au moment où il n'a plus le choix. Don n'est pas le passager impuissant de la voiture. Il a des liens, une intelligence, une capacité à agir dans des sphères auxquelles Tony n'a pas accès. La dépendance entre eux n'a jamais été à sens unique. Après leur libération, la tension ne se relâche pas immédiatement. Tony est humilié d'avoir été mis en prison, Don est épuisé d'avoir dû appeler au secours, et chacun cherche à protéger sa fierté par la colère. Dans la voiture, l'habitacle devient trop petit pour contenir ce qui a été accumulé. Tony reproche à Don sa distance et son obsession des règles. Don reproche à Tony de croire que le courage consiste à frapper plus vite que l'insulte. La dispute va plus loin que le contrôle policier. Elle touche à la question que le film préparait depuis le début. À quelle communauté chacun de ces hommes appartient-il et que lui coûte cette appartenance? Tony insiste sur le fait qu'il connaît la difficulté, qu'il vient lui aussi d'un milieu méprisé, qu'il a dû lutter pour gagner sa place. Don ne nie pas la rudesse de son existence, mais il lui rappelle, sans formuler une leçon abstraite, que les humiliations ne s'additionnent pas toutes de la même manière. Tony peut être traité comme un Italien du Bronx, un homme sans diplôme, un employé remplaçable. Don est traité comme un homme noir avant même que son nom, son talent ou sa fortune n'entrent dans la conversation. Et lorsque Don devient trop cultivé, trop riche, trop singulier pour le rôle qu'on voudrait lui assigner, il n'est pas davantage libéré. Il devient simplement suspect de ne pas être à sa place. La confession de Don est le cœur émotionnel du film. Il exprime le sentiment de ne pouvoir se reconnaître complètement dans aucun groupe. Les Blancs fortunés l'invitent comme un trophée culturel, pas comme un égal.
Certains Noirs le voient comme un homme éloigné de leurs expériences quotidiennes. Sa famille est distante, sa sexualité doit rester dissimulée. Tony, qui a toujours eu l'impression de savoir d'où il venait, entend enfin le prix de cette absence d'appartenance. Le film ne prétend pas que Tony puisse réparer ce manque. Il lui demande seulement d'arrêter de le simplifier. Cette dispute est parfois résumée comme le moment où Green Book explique son thème. Ce serait réduire sa force. Elle ne résout rien. Tony ne reçoit pas une réponse qui ferait de lui un homme parfaitement conscient, dont ne se libère pas de sa solitude parce qu'il l'a nommé. Mais quelque chose change dans la manière dont il se regarde. Tony cesse de croire que Don est protégé par son costume. Don cesse de croire que Tony est incapable d'entendre une douleur qui n'est pas la sienne. La reconnaissance est encore hésitante, mais elle est réelle. Le lendemain, les deux hommes se retrouvent dans une scène plus calme, loin du commissariat. La colère est retombée sans avoir été oubliée. Ils reprennent la route parce que le contrat, les concerts et la date de Noël continuent de les pousser en avant. Cette obligation banale devient presque une grâce. Ils n'ont pas besoin de produire une réconciliation parfaite. Ils doivent seulement partager le prochain kilomètre. Le film comprend qu'une amitié se prouve parfois ainsi. Non par une grande déclaration, mais par le fait de rester dans la voiture après une vérité difficile. La dernière étape de la tournée les attend en Alabama. Elle sera la plus claire, la plus symbolique, parce que les contradictions qui s'accumulaient depuis le début y seront réunies dans une seule salle, dont y est attendu pour jouer devant une clientèle distinguée. Il y sera considéré comme assez précieux pour le piano, pas assez digne pour le dîner. Tony, désormais, sait exactement ce que cette différence signifie. Le choix qui approche ne portera donc plus seulement sur un cachet ou sur un programme de concert. Il portera sur ce que Don accepte de céder pour continuer à être invité. Le dernier engagement se déroule dans un country club de Birmingham. Le lieu est parfait pour concentrer la logique que Green Book observait depuis le départ. Une façade soignée, des nappes impeccables, des employés discrets, une hiérarchie qui n'a besoin de crier sur personne pour faire sentir sa violence. Don arrive avec ses musiciens, prêts à remplir la fonction qu'on lui a assignée. Il doit être l'ornement brillant de la soirée, la preuve que les hôtes ont du goût, l'homme dont la virtuosité peut rehausser un dîner réservé à des blancs. Tony remarque immédiatement que le sourire du responsable est trop étroit. Il connaît désormais ces sourires-là. La question du repas surgit avant le concert. Don veut dîner dans la salle où ses auditeurs vont manger. La demande est ordinaire. Elle devrait être presque ridicule de simplicité. Le responsable lui explique qu'il ne peut pas y être servi. Il peut jouer, être applaudi, enrichir la soirée de son talent, mais il ne peut pas partager l'espace où cette soirée prend sa forme sociale. Une petite salle à part lui est proposée. Le film ne surcharge pas le moment. Il laisse le refus se présenter avec le vocabulaire de la convenance. C'est précisément ce qui le rend plus net. Personne ne prétend ne pas comprendre ce qui est demandé. On répond seulement que les règles sont les règles. Tony est prêt à faire ce qu'il a fait tout au long du voyage. Hausser le ton, menacer, trouver un moyen de casser le protocole. Don, cette fois, reprend le contrôle. Il ne veut pas que son ami décide seul de la scène. Son choix est plus délicat qu'une colère immédiate, parce qu'il engage son travail, sa tournée et sa dignité. Il pourrait jouer malgré l'humiliation. Il a déjà joué dans des lieux où le public ne lui accordait pas la considération due à un homme. Il pourrait empocher le cachet, terminer proprement le programme et partir. C'est exactement ce que le système attend de lui, qu'il transforme l'offense en prix à payer pour continuer. La force de la scène vient de ce que Don ne transforme pas son refus en geste théâtral. Il ne prononce pas un manifeste, ne cherche pas le scandale. Il pose une limite. S'il n'est pas digne de dîner dans la salle, il n'est pas disponible pour jouer dans la salle. Le piano ne sera pas séparé de la personne qui s'y assoit. Cette décision paraît simple, mais le film a passé près de 2 heures à nous expliquer son coût. Don est payé pour cette représentation. Il a été engagé pour occuper une place fragile dans un monde fermé. Refuser, c'est risquer d'être considéré comme difficile, ingrat, capricieux.
C'est renoncer à la sécurité du contrat pour ne plus valider l'humiliation qui l'accompagne. Tony hésite à peine. Lui aussi voit maintenant que la question dépasse l'argent. Il choisit de suivre Dawn. C'est l'aboutissement de sa trajectoire. Non parce qu'il devient soudain expert des structures raciales, mais parce qu'il ne sépare plus la loyauté de la dignité de l'autre. Au début du voyage, Tony aurait peut-être insisté pour que Dawn joue, touche son dû et évite les ennuis. Il aurait vu dans le refus un mauvais calcul. Maintenant, il comprend qu'un paiement ne compense pas tout. Le duo quitte le country club, avec la sensation étrange d'avoir perdu un engagement et gagné quelque chose de plus solide. Le film aurait pu couper après cette sortie. Il choisit plutôt une scène qui élargit le sens du refus. Tony emmène Dawn dans un club de blues, un endroit vivant, bruyant, sans les lustres ni les codes du country club. La différence n'est pas présentée comme une opposition facile entre une culture blanche glacée et une joie noire spontanée. Dawn n'entre pas ici, comme un roi qui retrouverait automatiquement son peuple. Il arrive encore en costume, encore prudent, encore un peu extérieur à l'énergie du lieu. Mais l'accueil est direct. On lui fait de la place. On lui propose de jouer. Cette invitation n'est pas conditionnée par son utilité comme décor social. Personne ne lui demande de rester dans la pièce d'à côté jusqu'au moment où il faudra rendre la soirée plus élégante. On lui demande simplement s'il a envie de s'asseoir au piano. Dawn accepte. Le geste est l'un des plus beaux du film parce qu'il ne répare rien magiquement. Il ne prouve pas que Dawn a enfin trouvé une identité simple. Il lui donne, pour quelques minutes, la liberté de jouer sans être enfermé dans une version prédéfinie de lui-même. Il peut être le virtuose formé à la musique classique et rejoindre un groupe qui pulse selon d'autres règles. La musique de cette séquence constitue une réponse sans dialogue à ce que Tony et Dawn se sont dit dans la voiture. Dawn n'a pas besoin de choisir entre le pianiste raffiné que les salons blancs applaudissent et l'homme noir que le monde veut classer. Ses mains portent plusieurs traditions à la fois. Lorsqu'il joue avec les musiciens du club, le film ne le montre pas en train de descendre de son piédestal pour devenir enfin authentique. Il le montre en train de se libérer de l'idée qu'il devait rester au-dessus de tout pour être respecté. La musique devient moins une démonstration qu'une conversation. Tony, assis dans la salle, observe cette métamorphose avec une joie silencieuse. Lui qui, au début, voulait faire goûter à Dawn ce que Dawn était censé aimer, découvre enfin qu'il n'a pas à définir les plaisirs de son ami. Il n'a qu'à les reconnaître lorsqu'ils existent. Son regard pendant le morceau est débarrassé de la moquerie et de la pitié. Il voit un homme heureux de jouer. C'est une chose simple, mais après toutes les salles où Dawn a dû se tenir impeccablement pour être tolérée, elle a un poids immense. Le club de blues change aussi la manière dont nous lisons Tony. Il n'est pas le héros qui introduit Dawn à une culture dont il serait naturellement séparé. Tony ouvre une porte parce qu'il connaît les lieux où l'on mange et où l'on écoute sans prétention. Dawn décide lui-même de franchir cette porte, puis transforme l'endroit par sa présence. L'initiative circule entre eux. C'est ce mouvement, plutôt qu'une leçon unilatérale, qui sauve la relation de la simplification. Tony apporte l'impulsion, Dawn apporte le choix. Aucun ne peut prendre la place de l'autre. Après le morceau, le retour vers New York devient urgent. Noël approche. Le contrat est presque terminé, les cadeaux attendent, Dolores prépare la maison, et Tony veut tenir sa promesse. Le rythme de la route change. Les concerts ne structurent plus les journées. Il ne reste que la distance, le froid qui gagne, les arrêts nécessaires et l'idée d'une table familiale au bout du trajet. Cette dernière ligne droite pourrait être légère, mais le film garde en mémoire les contrôles précédents. Lorsque la voiture est encore arrêtée par un policier, Tony et Dawn se crispent. Le spectateur aussi. Tout ce que la tournée leur a appris fait peser sur ce simple gyrophare une menace immédiate. L'officier, pourtant, ne vient pas les humilier. Il remarque un problème avec leur véhicule, les aide à se remettre en route et leur souhaite un bon voyage. La scène ne dit pas que l'Amérique a changé en quelques semaines, ni qu'un policier serviable annule ceux qui les ont enfermés. Elle offre un contrepoint prudent. Chaque rencontre n'est pas condamnée à répéter la précédente. Tony et Dawn sont si habitués à attendre l'hostilité
qu'un geste ordinaire de gentillesse les surprend. La séquence vaut parce qu'elle reste limitée. Elle ne promet pas une réconciliation nationale. Elle donne seulement à deux hommes fatigués une aide qui n'exige rien en retour. La neige et la fatigue ajoutent une dernière vulnérabilité. Tony, qui s'était présenté comme l'homme capable de tout conduire et de tout régler, commence à lutter contre le sommeil, dont le voit. C'est alors lui qui prend une décision pratique, presque intime. Il insiste pour que Tony se repose et se mette au volant. Le geste a une force discrète. Depuis le début, Tony est celui qui conduit et donc celui qu'on conduit. Inverser les places ne détruit pas leur contrat. Cela montre qu'il a cessé d'être la seule définition de leur lien. Dont peut protéger Tony. Tony peut accepter d'être protégé sans se sentir diminué. Le passage du volant ne doit pas être lu comme une grande victoire symbolique isolée. Il prolonge tout ce que le voyage a fabriqué. Les lettres, les repas, les sorties dangereuses, la cellule, le refus du country club. L'amitié est devenue suffisamment réelle pour supporter une dépendance réciproque. Tony n'est plus seulement l'homme qui sécurise le trajet, dont n'est plus seulement l'homme qu'il faut défendre. Il partage enfin le risque de ne pas arriver à temps. Cette transformation est d'autant plus sensible que le film ne les fait pas parler constamment. Les moments les plus importants se résument parfois à une main posée sur un volant, à un regard vers un siège voisin, à l'absence de plaisanterie, là où Tony en aurait lancé une quelques jours plus tôt. Green Book comprend qu'une relation change avant que les personnages aient les mots pour résumer ce changement. La voiture, qui était au départ un lieu de surveillance et de contrat, est devenue un espace où l'un peut s'endormir parce que l'autre veille. Ils finissent par atteindre New York à temps pour la soirée de Noël. La route les rend à leur vie initiale, mais elle ne les rend pas identiques. Tony retrouve les rues du Bronx, la chaleur de son appartement, les voix de ses proches, l'agitation qu'il croyait connaître par cœur. Don retourne vers un espace beaucoup plus silencieux. La dernière décision du film ne concernera donc ni un concert, ni la police, ni un hôtel. Elle concernera une porte ouverte et la possibilité pour Don de ne plus traverser Noël seul. Tony invite Don à venir dîner avec les Vallelonga. L'invitation est formulée avec une sincérité qui n'est pas très habile. Tony n'a pas changé de personnalité. Il ne devient pas soudain un hôte élégant. Il propose ce qu'il possède. Une table bruyante, des plats généreux, des enfants, des cousins, des gens qui parlent tous à la fois. Don décline d'abord. Cette réponse est logique. Après 2 mois à être toléré dans des lieux prestigieux, il n'a aucune raison de supposer qu'il sera naturellement à l'aise dans un appartement du Bronx. Il se retrouve seul chez lui, en costume, avec l'écho de la tournée encore présent dans sa fatigue. Le moment est délicat parce que le film ne force pas le spectateur à attendre un miracle. Don n'a pas besoin d'être sauvé par Noël. Tony n'a pas besoin d'obtenir une bénédiction morale pour avoir évolué. L'invitation suffit déjà à signaler que Tony souhaite que leur lien existe aussi hors du contrat. Mais Don réfléchit, puis décide de se rendre chez lui. Ce déplacement de quelques rues compte autant que les milliers de kilomètres précédents. Il ne se dirige pas vers une salle de concert où sa présence est payée. Il va entrer dans la maison d'un ami sans savoir exactement comment il y sera reçu. La porte s'ouvre et la famille se tait un instant. Ce léger silence ne disparaît pas par enchantement. Il rappelle d'où venait Tony, les verres jetés dans l'évier, les blagues, les réflexes du quartier. Puis les proches se lèvent, font une place, saluent Don et l'accueillent à table. Green Book choisit une conclusion chaleureuse, mais sa chaleur est rendue crédible par sa modestie. Personne ne prononce une grande déclaration sur la fraternité. Un homme qui devait dîner seul est invité à manger. Une chaise attend. Les assiettes circulent. C'est tout, et c'est beaucoup. La force de cette image finale dépend de ce qu'elle ne prétend pas résoudre. Don n'est pas soudain délivré du racisme américain parce qu'une famille italienne l'accueille. Tony n'a pas effacé des années de préjugés parce qu'il a refusé un country club. Le film ne gomme pas les structures qu'il a mises en scène. Le Green Book reste nécessaire. Les policiers restent capables d'abuser de leur pouvoir. Les riches restent prêts à consommer l'art d'un homme sans lui accorder l'égalité. La scène de Noël n'est pas une réparation du pays.
Elle est une réparation limitée entre quelques personnes, obtenue parce qu'elles ont accepté de se voir autrement. Le montage de fin précise que l'histoire repose sur des personnes réelles, dont Shirley a continué de jouer et de composer. Tony Lip est retourné travailler au Copacabana, puis est devenu acteur, notamment associé à l'univers des Sopranos. Les deux hommes sont restés amis pendant des décennies et sont morts à quelques mois d'intervalle en 2013. Ces informations n'ont pas seulement la fonction habituelle des cartons biographiques. Elles déplacent le regard sur ce que l'on vient de voir. Le film n'est pas un documentaire et il condense nécessairement une relation longue en un seul voyage. Mais son geste final rappelle que l'amitié ne s'est pas éteinte lorsque la voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de Tony. Pour comprendre la fin, il faut revenir à l'objet qui donne son nom au film. Au départ, le Green Book était pour Tony un manuel incompréhensible, une contrainte supplémentaire pour accomplir son travail. À la fin, il n'a pas disparu du coffre comme par magie. Ce qui a changé, c'est que Tony sait désormais pourquoi il existe. Il a vu les hôtels imposés, les salles à part, les contrôles arbitraires, les repas interdits. Il a découvert que son ami devait prévoir son itinéraire autour de refus que lui-même n'avait jamais eu à anticiper. Le livre est moins un symbole de haine qu'une preuve de l'ingéniosité et de la prudence nécessaires pour circuler malgré elle. Cette compréhension se reflète dans le personnage de Tony avec une grande économie. Le film ne lui donne pas une dernière confession où il classerait ses erreurs et annoncerait une conversion parfaite. Il le montre faire une place à Don. C'est une action cohérente avec l'homme qu'il a toujours été, mais dont le sens a changé. Tony a toujours défendu les siens. Au début, les siens désignaient surtout sa famille, son quartier, les gens qui partageaient ses codes. À la fin, le cercle s'est agrandi. Pas par abstraction, pas parce qu'il a lu un traité ou répété des formules justes. Parce qu'il a vécu à côté d'un homme précis, vu ce qu'on lui infligeait et décidé que cet homme aurait une place chez lui, dont, lui, accomplit un chemin moins visible, mais tout aussi profond. Il ne perd ni ses manières, ni sa rigueur, ni sa singularité. Le film ne lui demande pas de devenir plus simple pour être aimé. Son mouvement consiste à accepter une intimité qui ne passe pas par la performance. Pendant la tournée, il est sans cesse observé. Par le public, par les organisateurs, par la police, par Tony lui-même. La table de Noël lui offre quelque chose de plus rare. Il peut être présent sans devoir jouer. Les gens qui l'entourent savent qu'il est musicien, bien sûr, mais ils ne l'ont pas invité pour meubler leur soirée. Ils l'ont invité parce que Tony l'a voulu là. La conclusion conserve ainsi une petite tension, dont entre dans cette famille sans cesser d'être l'homme solitaire que nous avons connu. Il n'y a pas d'assurance qu'il deviendra proche de tous, ni que la gêne initiale s'effacera. Cette nuance est importante. Green Book n'est pas l'histoire d'une identité résolue. C'est l'histoire d'une porte franchie. Les grandes réconciliations sont souvent trop faciles à filmer. Le film préfère l'instant plus fragile, où quelqu'un accepte une invitation après avoir appris à ne plus attendre grand-chose des invitations. Le rire, la nourriture et la musique ont conduit les deux hommes jusqu'à ce point, mais aucun de ces éléments n'a été un raccourci. Les repas ont révélé leurs préjugés. Les lettres ont rendu possible une tendresse que Tony n'exprimait pas. La musique a montré à Tony le travail et la liberté de Don, puis a permis à Don de sortir un instant du rôle imposé par les salons. À la fin, ses fils se rejoignent dans une maison remplie de nourriture et de voix. Le cadre est domestique, presque modeste. Après tant de country clubs, de scènes prestigieuses et de longues routes, c'est précisément ce qui donne à la dernière image sa force. La suite du récit n'est donc pas un épilogue spectaculaire, c'est un retour qui n'est plus un retour en arrière. Tony reste Tony, direct, imparfait, bavard, attaché à sa famille. Don reste Don, élégant, secret, exigeant, doté d'une solitude que l'amitié ne peut pas entièrement dissoudre. Mais le rapport entre eux a changé de nature. Le chauffeur est devenu un ami. Le patron est devenu quelqu'un que Tony peut inviter, défendre et écouter. Les mots sont simples. Le chemin qui leur donne du sens ne l'était pas. À ce stade, Green Book a raconté toute son histoire et expliqué sa fin. Mais le film mérite d'être regardé une seconde fois non pour chercher un grand mystère caché,
mais pour mesurer sa méthode. Il raconte une route, puis laisse chaque arrêt modifier l'équilibre de deux hommes. Il s'appuie sur des signes minuscules, un verre dans un évier, une lettre trop difficile à écrire, un guide posé sur un siège, une salle de bain indiquée à l'écart, une assiette refusée, une voiture qu'il faut partager pour rentrer à temps. C'est dans ces détails que la transformation cesse d'être un slogan et devient quelque chose que l'on peut voir. Le premier travail remarquable de Green Book est celui de ses deux interprètes. Viggo Mortensen ne cherche pas à rendre Tony séduisant dès la première apparition. Il lui donne une lourdeur, une gourmandise, une confiance bruyante et parfois une manière de se comporter qui met franchement mal à l'aise. C'est une décision risquée. Si Tony était immédiatement sympathique, sa progression aurait moins de valeur. Mortensen laisse apparaître l'intelligence de son personnage sans l'ennoblir. Tony est rapide, drôle, compétent dans son domaine, mais il porte des préjugés qui ne sont pas de simples défauts de langage. Ils se traduisent par des gestes, par ce qu'il estime pouvoir déduire des autres, par la facilité avec laquelle il se croit chez lui partout. Le rôle demande aussi une précision de rythme. Tony parle comme quelqu'un qui veut toujours garder un coup d'avance. Ses phrases partent vite, se bousculent, se terminent parfois avant que l'idée soit complètement formulée. Lorsqu'il se tait, le spectateur sent qu'il ne sait pas encore quoi faire de ce silence. Les lettres à Dolores sont donc plus qu'un ressort scénaristique. Elles ouvrent une fissure dans cette mécanique. Tony accepte que les mots puissent être choisis avec soin, et Mortensen rend ce changement visible sans modifier artificiellement son accent ou son énergie. À la fin, Tony n'est pas devenu un autre homme. Il a simplement appris à ne plus prendre sa première réaction pour la seule possible. Mahershala Ali adopte le mouvement inverse, dont parle peu, mais chaque retenue est travaillée. Il ne suffit pas de jouer la dignité, il faut faire sentir ce qu'elle protège. Ali utilise le maintien de Don comme un langage complet. Avant même qu'un organisateur ne prononce une règle humiliante, le personnage semble avoir évalué la pièce, les regards, l'espace disponible. Son calme n'est jamais vide. Il peut être une arme, un mur ou un signe d'épuisement. Lorsque Don se laisse enfin traverser par la colère dans la voiture, la scène frappe parce que le film a longtemps montré ce qu'il lui coûte de ne pas la laisser sortir. La musique soutient ce portrait sans lui voler la vedette. Le pianiste réel Don Shirley possédait une formation et une carrière qui débordaient les catégories simples. Le film ne prétend pas faire une reconstitution exhaustive de son œuvre. Il traduit son statut par le regard des salles et par le contraste entre son répertoire et les attentes des autres personnages. La partition de Chris Bowers, qui a aussi contribué aux aspects pianistiques à l'écran, accompagne cette idée avec souplesse. Elle ne vient pas expliquer à la place du personnage. Elle change d'intensité lorsque Don peut jouer pour lui-même et se fait plus discrète lorsque la musique devient un travail exigé par une clientèle. Le choix des chansons et des sonorités de route compte tout autant. La radio de Tony, les airs entendus dans les clubs, les morceaux exécutés dans les réceptions ne créent pas une simple playlist nostalgique. Ils mettent en scène des mondes qui se croisent mal. Tony associe certaines musiques à une liberté immédiate, faite de rythme et de convivialité, dont défend une forme de composition et de virtuosité qui lui donne une autorité dans les salles où il est invité. Au club de blues, ces deux logiques cessent un instant de se combattre. Le film ne dit pas que les distinctions disparaissent. Il fait entendre que Don peut circuler entre elles sans être réduit à l'une d'entre elles. La photographie choisit une Amérique d'hiver et de surface soigneusement contrôlée. Les salons des riches sont larges, éclairés, ordonnés. Ils laissent pourtant Don isolé au milieu des décorations. Les motels, les stations-service et les restaurants de bord de route sont plus étroits, plus rugueux, parfois plus vivants. Cette opposition visuelle n'est jamais entièrement morale. Une maison luxueuse peut accueillir un concert magnifique tout en cachant une humiliation derrière une porte. Un établissement modeste peut être l'un des rares endroits où Don obtient une chambre. Le film ne confond donc pas le confort avec la sécurité, ni la beauté avec l'hospitalité. La voiture, elle, est filmée comme un laboratoire. Au début,
Don s'assoit à l'arrière et Tony au volant. L'image annonce la distance sociale du contrat. À mesure que le récit progresse, ils se rapprochent dans le cadre, se retournent l'un vers l'autre, partagent des objets et des silences. Il n'y a pas besoin d'une grande scène pour signaler ce déplacement. La place d'un sac, une bouteille tendue, un regard dans le rétroviseur suffisent. Lorsque Don conduit à la fin, le film accomplit une inversion que la mise en scène préparait depuis longtemps. On comprend que le véhicule a cessé d'être une frontière entre employé et employeur. Peter Farrelly, surtout connu avant Green Book pour des comédies très différentes, adopte ici une direction qui repose sur la lisibilité. Les enjeux sont toujours clairs. Le film avance avec l'efficacité d'un récit de voyage, et les scènes savent quand laisser les acteurs respirer. Cette simplicité a contribué à son immense succès auprès du public. Mais elle explique aussi une partie des débats qui l'ont entouré. Le film préfère généralement le point de vue immédiat, l'émotion accessible, la réconciliation à hauteur de deux personnages. Il n'ambitionne pas de cartographier toute l'histoire de la ségrégation ou toute la vie de Don Shirley. Sa force et sa limite viennent de là. Le montage travaille ce même équilibre. Il ne s'attarde pas trop longtemps sur les concerts, mais il prend le temps nécessaire pour que le spectateur ressente l'écart entre les scènes et ce qui les suit. Un applaudissement peut être raccordé à une porte fermée, un repas de gala peut conduire à une chambre imposée. Une route ouverte peut conduire à un contrôle. Grâce à ces transitions, la ségrégation n'est pas seulement énoncée. Elle devient une logique de montage. La répétition d'un mouvement ou l'acceptation apparente est suivie d'une restriction très concrète. Les costumes méritent également attention. Tony porte des vêtements qui semblent parfois trop serrés pour son corps et trop voyants pour les lieux qu'il traverse. Il transporte avec lui le Bronx, y compris lorsqu'il essaye de s'adapter. Don, au contraire, apparaît souvent dans des tenues impeccables, dont la netteté fait presque contraste avec la poussière des routes et les chambres où on le relègue. Cette opposition pourrait n'être qu'un code social commode. Le film la rend plus intéressante parce que les vêtements de Don ne le protègent pas. Son costume prouve sa maîtrise, mais le monde qui l'entoure continue de voir d'abord ce qu'il veut voir. Le titre lui-même ne désigne donc pas une métaphore abstraite. Il renvoie à une archive matérielle de la ségrégation, mais le film en fait aussi un objet de cadre. Il passe de main en main, apparaît dans la voiture, dicte les itinéraires, sans interrompre l'action. Tout ce que Tony apprendra n'est pas contenu dans ce guide. Mais le livre reste là pour lui rappeler qu'une information pratique peut raconter une injustice entière. Pour une famille blanche en voyage, choisir un motel relève du confort. Pour Don, le choix détermine s'il pourra manger, dormir et circuler avec une relative sécurité. La mise en scène garde enfin une certaine retenue face à la violence. Les menaces sont réelles, les arrestations sont injustes, les humiliations répétées. Pourtant, le film ne cherche pas à transformer la souffrance de Don en spectacle. Il privilégie l'avant et l'après, le regard qui comprend, la gêne qui reste, la colère que Tony ne sait pas contenir, la dignité de Don lorsqu'il refuse de donner à ses adversaires la réaction qu'ils espèrent. Cette retenue rend les scènes moins graphiques, mais pas moins sévères. Elle permet de garder le point principal au centre. Ce qui est attaqué n'est pas seulement le corps des personnages, c'est leur droit élémentaire à être traités comme des personnes complètes. L'ensemble tient parce que le film ne demande jamais à l'un des deux acteurs de porter seul la signification de l'histoire, dont n'est pas uniquement le personnage blessé qui enseigne. Tony n'est pas uniquement le personnage ignorant qui apprend. Ils sont tous deux difficiles, capables de générosité, parfois enfermés dans leur propre version du monde. Le récit devient plus riche lorsqu'il les laisse se heurter. La meilleure scène n'est peut-être pas un concert ni une confrontation, mais l'instant où chacun comprend que la protection dont l'autre a besoin ne ressemble pas à celle qu'il croyait pouvoir offrir. L'histoire derrière le film ajoute une autre dimension, à condition de ne pas confondre le film et le document. Tony Lip, de son vrai nom Frank Vallelonga, a bien travaillé comme chauffeur et agent de sécurité pour Don Shirley lors de tournées au début des années 1960. Le fils de Tony,
Nick Vallelonga, a longtemps recueilli les souvenirs de son père et les lettres envoyées à sa mère. Les entretiens réalisés avec les deux hommes constituent une partie du matériau qui a nourri le scénario, écrit par Nick Vallelonga, avec Brian Hayes Curry et Peter Farrelly. Don Shirley aurait souhaité que cette histoire ne soit racontée qu'après sa mort, ce qui explique en partie le long délai avant la réalisation du film. Cela ne signifie pas que chaque scène soit une transcription. Green Book est une fiction biographique, avec ses condensations, ses choix de point de vue et ses scènes construites pour l'écran. C'est important de le dire parce que le succès du film peut faire oublier sa nature. Il ne prétend pas être l'archive définitive de Don Shirley, ni le compte-rendu intégral d'une tournée. Il propose un récit dramatique inspiré par une relation réelle. Cette distinction est d'autant plus nécessaire que Don Shirley fut un artiste complexe, doté d'une carrière qui dépasse largement les semaines racontées ici. Le guide qui donne son nom au film, en revanche, renvoie à une réalité historique très précise. The Negro Motorist Green Book fut fondé par Victor Hugo Green, un employé des postes de Harlem. Publié de 1936 à 1966, puis prolongé une dernière année sous un titre légèrement différent, il compilait des renseignements destinés aux voyageurs noirs. Hôtels, restaurants, garages, stations-service, maisons d'hôtes. Le guide indiquait où une famille pouvait trouver un accueil praticable dans une Amérique séparée par les lois Jim Crow, mais aussi par les coutumes, les menaces et les refus informels. Le besoin de ce livre renverse l'imaginaire traditionnel de la route américaine. On aime associer l'automobile aux vacances, à l'indépendance, au choix de bifurquer selon son envie. Pour de nombreux voyageurs afro-américains, prendre la route exigeait au contraire une planification constante. Il fallait savoir où l'on pouvait s'arrêter avant la tombée de la nuit, où l'on pouvait manger sans être rejeté, quel trajet évitait une ville dangereuse. Green Book raconte cette réalité à travers le duo Tony Don, mais le petit volume qui circule dans leur voiture renvoie à l'expérience de milliers de personnes. Le film situe son action en 1962, à un moment où l'Amérique est engagée dans la lutte pour les droits civiques, mais où la ségrégation reste une réalité quotidienne dans une grande partie du pays. Don Shirley peut être engagé pour jouer dans des clubs prestigieux. Cela ne l'empêche pas de rencontrer les interdictions qui structurent les établissements privés et les espaces publics. Cette cohabitation entre reconnaissance artistique et refus social n'a rien d'invraisemblable. Elle est précisément ce que le film cherche à faire sentir. L'exception admise sur une estrade ne renverse pas nécessairement la règle imposée au pied de l'estrade. Peter Farrelly met en scène ce matériau historique dans une forme immédiatement accessible, le road movie à deux personnages. C'est un choix efficace. La route donne au récit une succession naturelle de lieux et chaque arrêt permet de faire varier le rapport de Tony et Don. Elle évite aussi de réduire l'histoire à un seul procès ou à un seul combat. La ségrégation apparaît comme une série de gestes administratifs, de regards, de portes, de petits arrangements et de violences possibles. Ce traitement explique pourquoi le Green Book n'est pas tout le temps montré en gros plan. Le livre agit comme une règle qui a été intégrée au monde. Lors de sa sortie, le film a rencontré un public très large. Présenté au Festival international du film de Toronto en 2018, il y a remporté le prix du public, distinction souvent observée comme un indicateur important de la réception nord-américaine. Sa carrière commerciale a ensuite largement dépassé le circuit des films de prestige. Son budget de production était estimé autour de 23 millions de dollars et ses recettes mondiales ont dépassé les 320 millions. Ces chiffres ne disent pas tout de la valeur d'un film, mais ils racontent bien l'ampleur de son attraction. Green Book a touché des spectateurs qui ne se tournent pas forcément vers les récits historiques les plus austères. La saison des récompenses a confirmé cette popularité. Aux Oscars de 2019, le film a remporté 3 statuettes. Meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali et meilleur scénario original pour Nick Vallelonga, Brian Hayes Curry et Peter Farrelly. Viggo Mortensen était également nommé pour le premier rôle. Ces prix ont placé Green Book au centre d'une discussion
très visible sur les récits de réconciliation, sur le goût de l'Académie pour certaines formes de drame humaniste et sur la représentation de l'histoire raciale américaine au cinéma. Il serait dommage d'éviter cette discussion au nom d'une admiration sans nuance. Une partie de la critique a salué le duo d'acteurs, le rythme, l'émotion et la capacité du film à rendre accessible un sujet historique. D'autres voix ont jugé que le scénario simplifiait les rapports raciaux en plaçant trop souvent le changement de Tony au premier plan, ou qu'il ne donnait pas assez de place à la perspective de Don Shirley. Des membres de la famille de Shirley ont également exprimé des réserves publiques sur certains aspects de la représentation de sa relation avec ses proches. Ces débats ne sont pas des notes de bas de page, ils font partie de la manière dont Green Book a été reçu. Les intégrer ne revient pas à annuler ce que le film réussit, cela aide au contraire à mieux le regarder. Green Book fonctionne très bien quand il observe l'évolution concrète de deux personnes coincées dans une voiture et dans une époque. Il devient plus discutable lorsqu'il semble vouloir faire porter à cette évolution la résolution d'une histoire collective immense. Le meilleur regard à porter sur lui consiste peut-être à garder les deux vérités ensemble. La relation centrale peut émouvoir, et les choix de récit peuvent limiter ce que le film dit de Don Shirley et de la ségrégation. Cette tension est visible jusque dans le statut de Tony. Il n'est pas présenté comme un héros pur qui vient sauver Don de tout. Le film montre sa dépendance à l'argent, ses préjugés initiaux, son incompréhension, sa colère. Pourtant, c'est souvent par son regard que le spectateur découvre l'injustice subie par Don. Cette structure offre une porte d'entrée narrative très classique. Un homme qui ne voyait pas apprend à voir. Elle risque aussi de faire de Don le moyen de cette leçon plutôt que son sujet principal. Mahershala Ali compense en donnant au personnage une opacité, une fierté et une douleur que le scénario ne verbalise pas toujours entièrement. Le vrai Don Shirley mérite d'ailleurs que l'on retienne davantage que son rôle dans cette amitié. Pianiste, compositeur et interprète, il refusait les catégories trop étroites. Sa carrière a traversé les répertoires classiques, le jazz et d'autres formes populaires, avec une ambition qui ne correspondait pas à ce que l'industrie attendait facilement d'un musicien noir à son époque. Green Book reprend cette idée de singularité, notamment dans les scènes où Don résiste aux définitions que Tony ou les organisateurs tentent de lui imposer. Mais le film ne peut offrir qu'un aperçu de la vie artistique qui se trouve derrière ce personnage. Le choix de Mahershala Ali a donc une fonction décisive. Son jeu ne cherche pas à prouver à chaque instant que Don est un génie ou un martyr. Il rend sensible ce qui est plus difficile à représenter. La fatigue d'être toujours regardé comme une exception. Quand Don corrige Tony, refuse une humiliation ou reste silencieux après une offense, Ali évite la démonstration. Il laisse le spectateur comprendre que le personnage a déjà eu cette conversation, sous des formes différentes, un nombre incalculable de fois. La répétition est ce qui donne au film son fond historique. Face à lui, Mortensen ancre le récit dans le physique et dans l'immédiat. Son Tony se déplace avec une assurance presque enfantine, mais sa franchise lui permet aussi d'admettre ce qui le dépasse. Lorsque son regard change, le film ne demande pas au public de l'applaudir comme s'il avait accompli l'impossible. Il montre simplement qu'il est devenu plus difficile pour lui de détourner les yeux. C'est une progression modeste et c'est ce qui la rend plus crédible que les grandes rédemptions instantanées. Le succès de Green Book repose finalement sur cette alliance entre une construction familière et un sujet qui reste inconfortable. Nous savons reconnaître les étapes d'un récit de duo. La rencontre difficile, les disputes, les services rendus, le choix final, le retour à la maison. Mais le film place ces étapes dans une époque où les règles ne sont jamais neutres. Le genre donne au public une route claire. L'histoire rappelle sans cesse que tous les passagers ne paient pas le même prix pour l'emprunter. C'est là que son titre cesse d'être un simple nom et devient le résumé de son inquiétude. Si l'on observe le film scène après scène, on remarque que ces objets les plus simples portent la mémoire de cette inquiétude. Les vers de Tony, au début, racontent un racisme domestique qui ne se croit pas forcément violent.
Ils sont jetés après le départ des ouvriers, sans témoin extérieur, sans discours. Cette banalité est glaçante. Elle prépare le contraste avec le dernier repas. À la fin, c'est une table entière qui accueille Dong. Le film ne demande pas que l'on considère ces deux scènes comme des équivalents, ni que la seconde efface la première. Il les place en vis-à-vis pour faire sentir le chemin parcouru par Tony à l'intérieur de sa propre maison. Les lettres constituent un autre fil. Elles semblent d'abord appartenir à une intrigue secondaire, celle d'un mari absent qui tente de rassurer sa femme. Pourtant, leur langage soigneusement composé traverse toute l'histoire. Tony écrit mieux parce que Don l'aide à regarder Dolores avec plus d'attention. Don intervient ainsi dans une famille qui ne le connaît pas encore, non par un grand geste public, mais par une phrase placée dans une enveloppe. Lorsque Dolores reçoit ces mots, elle perçoit une part de Tony que son mari gardait enfouie sous le bruit de sa vie quotidienne. La relation entre Don et Tony modifie donc déjà le foyer auquel Don sera invité à la fin. La lettre est aussi l'opposé du Green Book. Le guide organise l'itinéraire à partir des dangers et des refus. La lettre construit un lien à distance à partir de ce qu'on ose dire. L'un sert à éviter les humiliations, l'autre permet d'exprimer une affection. Tony transporte les deux objets sans mesurer, au départ, qui lui enseignent deux formes de lecture du monde. Avec le guide, il apprend qu'un pays peut cacher ses frontières dans des listes d'adresses. Avec la lettre, il apprend que les émotions qu'il tient pour évidentes ont besoin de mots pour parvenir à l'autre. La nourriture relie encore ses motifs. Tony mange pour se sentir vivant, pour célébrer et pour faire de la place aux autres. Don traite la nourriture avec une retenue qui vient de son goût, mais aussi de sa volonté de contrôler son image. Leur discussion autour du poulet frit est amusante parce qu'elle rend leur différence palpable sans l'abstraire. Mais le film fait ensuite évoluer le motif vers quelque chose de plus sérieux. Les repas refusés à Don, dans les lieux de prestige, rappellent que manger n'est jamais seulement se nourrir. S'asseoir à une table signifie être admis dans un groupe. C'est pourquoi la conclusion de Noël a autant de force. Don n'est pas convié à une démonstration de tolérance, il est convié au rituel le plus concret de cette famille. Le costume de Don suit la même logique. Sa correction n'est ni un déguisement, ni une preuve qu'il est éloigné de son identité. Elle est une manière de décider ce qu'il montrera au monde. Tout au long du film, les autres personnages veulent pourtant interpréter cette élégance à sa place. Certains y voient un privilège qui devrait le protéger. D'autres y voient une anomalie, presque une provocation. Tony, au début, y voit du snobisme. Au club de blues, Don garde ce style tout en rejoignant une musique plus libre. Cette image devrait empêcher toute lecture simpliste. Il n'a pas besoin de retirer ses signes de réussite pour devenir plus authentique. La route elle-même est moins une ligne qu'une série de seuils. Une porte d'hôtel, une entrée de restaurant, le portail d'un country club, la porte d'une cellule, l'entrée de l'appartement de Tony. Green Book raconte toujours qui peut franchir quel seuil, à quelles conditions, et avec l'aide de qui. Don est admis sur les scènes, repoussé à l'arrière des maisons, protégé dans la voiture, arrêté par la police, puis finalement accueilli dans une salle à manger privée. Tony passe partout au départ. Mais son voyage lui apprend que la liberté de franchir une porte n'est pas distribuée également. Le choix final de quitter le country club est donc aussi un choix de seuil. Il refuse de rester dans un endroit qui ne reconnaît donc à moitié. Cette mécanique rend l'explication de la fin assez claire. Le refus de Don en Alabama n'est pas une réaction soudaine d'orgueil. Il est le point où tous les compromis précédents deviennent impossibles à ignorer. Il a accepté les chambres imposées, les regards, les règles étranges, les organisateurs qui aiment son talent, mais pas sa présence. Le country club lui demande d'accepter une séparation trop explicite, jouer pour les convives, puis manger ailleurs. En refusant, Don ne rejette pas la musique ou le public. Il refuse de mettre son art au service d'un rituel qui exige son effacement. Tony comprend ce refus parce qu'il a enfin appris à regarder le détail de l'offense au lieu de sa seule surface financière. Au début, il aurait demandé combien cela rapporte-t-il et quel est le problème pratique. À la fin, il voit que le problème n'est pas l'inconfort d'un repas séparé.
C'est le message envoyé à Dawn. Tu peux divertir ici, mais tu ne peux pas appartenir ici. Tony choisit alors l'amitié plutôt que le contrat. Cette décision n'efface pas la position initiale de pouvoir. Il reste l'employé blanc engagé pour protéger un homme noir dans le Sud. Mais elle montre qu'il a cessé de considérer cette position comme neutre. La suite, au club de blues, offre une réponse plus joyeuse. Mais elle n'est pas un simple lot de consolation. Dawn y fait l'expérience de ce que le country club refusait. Jouer parce qu'on veut entendre sa musique et non parce qu'on veut exhiber son prestige tout en maintenant sa séparation. La scène réunit les contradictions du personnage sans les dissoudre. Dawn ne devient pas un autre musicien. Il retrouve l'élan qui lui permet de faire communiquer plusieurs mondes dans son jeu. Tony n'est pas le médiateur qui explique ce monde au public. Il est celui qui s'assoit, écoute et laisse son ami prendre la place qui lui convient. Il faut aussi remarquer la façon dont le film représente la masculinité. Tony a appris une virilité fondée sur la force, la bravade, la capacité à ne jamais sembler embarrassé. Dawn a construit une masculinité de contrôle, de distance et d'excellence. Chaque modèle a ses limites. Tony ne sait pas écrire à sa femme ni recevoir une correction sans se sentir défié. Dawn ne sait pas facilement demander de l'aide ni tolérer que quelqu'un le voie vulnérable. Le voyage ne détruit pas leur caractère, il dessert ces deux armures. Tony peut dire, dans ses lettres, ce qu'il ressent. Dawn peut laisser Tony le protéger, puis prendre le volant lorsque Tony s'épuise. Cette réciprocité est la raison pour laquelle la relation ne se réduit pas entièrement à l'idée d'un sauvetage. Tony sauve Dawn de situations dangereuses, c'est vrai. Dawn sauve Tony d'une forme d'étroitesse émotionnelle, ce qui est moins spectaculaire mais tout aussi déterminant pour le personnage. Chacun rend à l'autre un peu de mobilité. Tony aide Dawn à traverser des espaces où son corps est menacé. Dawn aide Tony à traverser des émotions où ses mots se bloquent. Cette symétrie n'efface pas la différence historique des risques, mais elle donne au duo sa texture affective. La mise en scène comprend d'ailleurs que le progrès ne se signale pas toujours par une phrase. Dans la première partie, Tony prend énormément de place dans la voiture. Il parle, conduit vite, jette, mange, impose un rythme, dont reste en retrait, répond par des corrections ou des silences. Dans la dernière partie, il y a davantage de pauses partagées. Tony écoute le piano. Dawn écoute Tony parler de Dolores. Ils se regardent dans le rétroviseur sans chercher à gagner le point suivant. Le rapport de force devient moins visible parce que la confiance permet aux deux hommes d'occuper le même espace sans le remplir de défense. Le dernier dîner porte cette confiance dans un lieu qui est précisément celui de Tony. C'est important que Dawn n'y arrive pas par invitation d'un grand hôtel ou d'une institution culturelle. La reconnaissance finale ne vient pas du monde qui l'avait déjà applaudi. Elle vient d'un homme ordinaire qui a appris à faire de sa maison un endroit moins fermé qu'elle ne l'était. Le film garde l'échelle de son récit. Il ne réforme pas l'Amérique, il filme une famille qui s'écarte un peu pour qu'un invité puisse entrer. Cette échelle modeste peut être vue comme sa limite, mais elle est aussi sa cohérence. En parlant de Green Book aujourd'hui, il est donc utile de maintenir deux idées sans les opposer. On peut reconnaître la réussite émotionnelle d'un film populaire, la qualité de ses interprètes et l'efficacité de ses scènes de route. On peut en même temps rester attentif à ce qu'il simplifie, à la place relative laissée à Don Shirley, et aux voix qui ont contesté certains choix de représentation. Une œuvre n'a pas besoin d'être parfaite pour produire une conversation utile, mais une émotion n'a pas besoin de fermer cette conversation non plus. Ce qui demeure le plus durable, peut-être, est le regard porté sur l'apprentissage de Tony. Green Book ne dit pas qu'un homme abandonne ses préjugés parce qu'il rencontre un seul ami noir. Une lecture attentive montre quelque chose de plus réduit et de plus intéressant. Tony cesse peu à peu de se fier à l'idée qu'il possède des autres. Il découvre donc comme une personne qui échappe à ces catégories, puis il découvre que le monde autour d'eux est organisé pour punir précisément cette complexité. Son changement commence lorsqu'il accepte de ne pas savoir. C'est un point de départ, pas une ligne d'arrivée, dont fait le trajet inverse, ou plutôt un trajet complémentaire.
Il ne doit pas apprendre qu'il existe des gens hostiles. Il le sait avant la première scène. Il ne doit pas apprendre à être remarquable, il a passé sa vie à le devenir. Ce que le voyage lui offre est moins visible. Tony, avec sa maladresse et sa loyauté directe, devient quelqu'un devant qui Don peut cesser, par moments, de défendre son personnage social. Le pianiste ne renonce ni à sa réserve, ni à son exigence. Il accepte seulement qu'une relation puisse naître sans contrat, sans public et sans condition de performance. Le repas de Noël est la forme la plus simple de cette confiance nouvelle. Cette nuance protège le film de son propre optimisme. La fin est lumineuse, mais elle ne devrait pas être lue comme une image où toutes les tensions sont résolues. Don reste l'homme qui a dû voyager avec un guide pour savoir où dormir. Tony reste celui qui, au commencement, jetait des verres parce que des ouvriers noirs avaient bu dedans. Ce passé ne disparaît pas, il est incorporé à la dernière image. C'est précisément parce que nous nous souvenons du premier geste de Tony que son accueil final importe. Une porte ouverte n'efface pas ce qui s'est passé avant elle. Elle montre qu'une personne a pris la décision de ne plus répéter le même geste. Green Book trouve son meilleur ton lorsqu'il reste à cette échelle humaine. Les routes, les hôtels, les commissariats et les clubs constituent un vaste système, mais le film ne prétend pas le vaincre avec une seule amitié. Il montre deux hommes qui, pour des raisons différentes, ont appris à se tenir à distance des autres. Tony défend son clan. Don se protège dans l'excellence. La voiture les empêche de fuir l'un l'autre. Ils doivent supporter les manières de l'autre, leurs manques, leur humiliation et leurs gestes de générosité. Ce n'est pas la ressemblance qui les rapproche, c'est l'attention progressive qu'ils accordent à ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi la dernière réplique importante du film n'est pas nécessairement une phrase. C'est le moment où Don apparaît devant l'appartement de Tony, où les conversations de la famille ralentissent, puis où quelqu'un lui fait une place. Le cadre est plus pauvre que les salles où il s'est produit, plus vivant aussi. Le pianiste que les grandes maisons voulaient entendre de loin entre dans un logement où l'on lui demande seulement de s'asseoir. Cette différence de geste résume la logique du film. Le respect n'est pas l'admiration. L'admiration peut garder l'autre sur une scène. Le respect le laisse entrer dans la pièce. La dernière fois que l'on pense au Green Book, on ne le voit donc pas comme une relique poussiéreuse ou un simple dispositif dramatique. On le voit à côté de Tony dans la voiture, comme une leçon matérielle qu'il n'avait jamais eu besoin d'apprendre. Un pays peut se présenter comme ouvert, multiplier les routes, célébrer les artistes, et pourtant obliger une partie de ses citoyens à consulter un manuel de survie avant de partir en vacances. Le guide est la trace d'une injustice, mais aussi celle d'une intelligence collective. Des personnes ont échangé des adresses, protégé des familles inconnues et fabriqué des chemins praticables là où les institutions avaient créé des obstacles. Ce double mouvement, la violence et l'entraide, traverse tout Green Book. Tony commence par voir surtout les conflits immédiats, dont lui fait découvrir la patience exigée par des obstacles répétés. Puis, Tony apporte à Don une chaleur et un appui dont celui-ci n'osait plus vraiment attendre la possibilité. La réponse du film n'est jamais un concept pur. Elle passe par l'acte de conduire quelqu'un, de lui écrire une lettre, de refuser une table séparée, de l'inviter à la sienne. Ces actions sont modestes, mais elles ont une forme précise. Elles changent ce que les personnages sont prêts à tolérer. Le film a également l'intelligence de laisser la musique parler là où le dialogue deviendrait trop explicatif. Lorsqu'il joue dans les maisons des notables, Don est admiré mais isolé. Lorsqu'il joue au club de blues, il n'est pas soudain délivré de son histoire, mais il respire autrement. La différence est dans l'écoute. Dans le premier cas, sa musique confirme le prestige de ceux qui l'ont invité. Dans le second, elle circule entre les musiciens et la salle. Il peut recevoir une réponse, pas seulement des applaudissements. Tony le comprend sans pouvoir l'analyser. Son sourire est celui d'un homme qui découvre qu'il n'a pas besoin de traduire son ami pour l'apprécier. À la fin, le voyage ne rend pas Tony cultivé au sens où Don l'entendrait, ni Don familier de toutes les habitudes de Tony. Il rend leur jugement plus prudent. Tony réfléchit avant d'assigner une identité à quelqu'un.
dont accepte que la familiarité ne soit pas toujours une intrusion. Cette prudence est un accomplissement modeste, mais le film lui donne une valeur parce qu'il a montré combien il est facile de vivre sans elle. Les personnages n'ont pas vaincu le monde. Ils ont refusé de laisser le monde décider entièrement de ce qu'ils pouvaient être l'un pour l'autre. C'est aussi la raison pour laquelle la carrière réelle des deux hommes, évoquée dans les derniers cartons, laisse une impression durable. Tony retourne à sa vie, dont continue la sienne, et le récit n'invente pas une fusion impossible de leurs univers. Leur amitié survit à la tournée parce qu'elle ne dépend pas du voyage pour exister. Elle a commencé dans un rapport de travail, s'est construite dans l'inconfort, et s'est prolongée hors de la voiture. Les deux hommes n'avaient pas besoin de devenir semblables pour rester liés. Ils avaient besoin de ne plus se traiter comme des fonctions. Le garde du corps, le pianiste, le blanc, le noir, l'employé, le patron. Green Book. Sur les routes du Sud se termine donc sur un repas, mais il continue de résonner comme une histoire de déplacement. Pas seulement le déplacement géographique entre New York et l'Alabama. Le déplacement d'un regard qui se croyait sûr de lui. Le déplacement d'un homme brillant, mais seul vers une porte qu'il accepte enfin de franchir. Le déplacement d'une relation professionnelle vers une amitié qui ne gomme ni les différences ni les blessures, mais qui oblige chacun à les regarder sans détour. Il faut enfin garder à l'esprit la délicatesse du dernier plan, dont n'arrive pas chez les Vallelonga, après avoir démontré qu'ils méritent leur affection, il n'a rien à prouver. Il a déjà traversé le pays, joué devant des salles hostiles et supporté des refus que personne ne devrait avoir à négocier. La valeur de l'accueil vient du fait que Tony et les siens cessent de faire de cette différence un obstacle. Le film ne les présente pas comme des héros de l'histoire américaine. Il les montre en train d'accomplir un geste humain, tardif, mais nécessaire. Leur table ne répare pas les hôtels qui ont fermé leurs portes, les policiers qui ont abusé de leur uniforme, ni le country club qu'ils viennent de quitter. Elle donne cependant une forme tangible à ce que l'amitié a déplacé. La frontière n'est plus à la porte de l'appartement, elle a été contestée, puis franchie. Pour Don, qui a passé le voyage à vérifier les adresses où il serait accepté, cette chaise libre possède une gravité silencieuse. Pour Tony, elle représente la première décision concrète d'un homme qui a compris que son monde pouvait s'agrandir sans perdre ce qu'il aimait de lui. La caméra ne souligne rien davantage. Elle laisse ce moment quotidien prendre, enfin, lentement toute sa place. Dans cette dernière salle à manger, le film trouve son image la plus calme. Les routes sont derrière eux. Les costumes, les uniformes, les motels et les scènes de concert ont cédé la place à des assiettes, des voix, une chaise disponible. Don entre. Tony le voit, et, pour une fois, aucun guide n'est nécessaire pour savoir où s'asseoir.